Eh bien donc, Gilgamesh, si tu oses, je suis là. Tu ne continueras pas à me faire comme cela. Gilgamesh, naturellement, ne peut que relever le défi. Et le combat commence. Ils ont quelque chose de non humain l'un et l'autre. Et donc ils se battent. Des jours et des jours, des nuits et des nuits. Aucun d'eux ne l'emporte définitivement. Après une longue période, ils sont là, pantelants, se reposant un peu à terre, et ils échangent un regard, et ils se prennent à s'aimer. Enkidu aime Gilgamesh, et Gilgamesh aime Enkidu. Alors, ils décident de partir ensemble. Gilgamesh renonçant à la tyrannie, de par le vaste monde. Ils défendent la veuve et l'orphelin. Ils combattent les injustices. Je ne sais pas trop, je ne me rappelle jamais, ce qu'a bien pu faire Enkidu, mais il déplaît au dieu qu'il l'affecte d'une maladie cruelle et douloureuse. Il va mourir dans des souffrances abominables. Durant tout le temps de son agonie, Gilgamesh lui tient la main pour le soulager. Et après, il fera vivre sa mémoire. Eh bien quoi? Il y a 5000 ans, le droit de cuissage et la tyrannie, c'est pas bien, on comprend bien pour nous non plus. Il y a 5000 ans, défendre la veuve et l'orphelin, c'est bien, pour nous aussi. Combattre les injustices, c'est bien, pour nous aussi. L'amitié est bonne, pour nous aussi. La compassion l'est aussi, pour nous aussi. L'observation de ce récit de Gilgamesh témoigne pratiquement de ce que existe des fondements d'une pensée morale telle que le contenu moral d'un texte aussi loin de notre civilisation nous est totalement intelligible. Quelles sont les raisons de cela? Eh bien, les raisons, c'est ce que j'ai déjà évoqué en vous disant que les dieux avisés confiaient Enkidu à des femmes prostituées pour l'humaniser. Il y a deux conditions pour être pleinement humain. D'abord, évidemment, que vous et moi, nous ayons hérité d'un génome humain. Si on avait hérité d'un génome d'orang-outan, on serait des orang-outans, et on aurait un dialogue d'orang-outan. Mais ça ne suffit pas, il faut qu'on soit humanisés les uns par les autres. Je vois une jeune femme au deuxième rang, là, droit devant moi. Imaginons qu'elle et moi, nous sommes seuls sur Terre. Les autres, je vous fais disparaître. Ils n'existaient pas. Mais jamais nous nous sommes rencontrés encore. Et donc, alors que nous avons, par l'évolution biologique, hérité de notre génome, nous n'avons pas développé nos capacités mentales. Et puis, au détour d'un chemin, je la vois, elle me voit, nous nous regardons. Dans ses yeux brillants, pour la première fois, je m'aperçois tel que je suis, je me reconnais. Et dans mes yeux, elle se reconnaît. Grâce à ce miroir déformant, mais indispensable, ce regard, je m'investis dans mon humanité. Et elle fait de même. Il y a de ce fait entre elle et moi, profondément, un principe de réciprocité. Il en va, et toute évocation sentimentale à mon image doit être écartée, il en va entre elle et moi comme de deux bûches incandescentes qui, éloignées l'une de l'autre dans la cheminée, rougeoient, mais ne flamboient pas. Pour que jaillisse la flamme de l'humanité, il faut qu'elle s'embrase l'une l'autre. Voyez, mademoiselle, vous m'avez embrasé, et je vous ai embrasé. Et c'est ainsi que nous sommes devenus humains. Mais alors, s'il y a entre vous et moi cette réciprocité, je suis amené à penser que vous avez le droit, que vous avez la légitimité pour réclamer ce que je réclame me concernant. Grâce à vous, grâce au développement de mes capacités mentales, je pense un peu ma liberté, mon autonomie. Je ne peux nier que vous ayez le droit d'être autonome.
le principe d'autonomie. Si je tombe dans l'orne, il ne me suffira pas, alors que vous passez sur le quai, que vous respectiez mon autonomie en me voyant couler. J'espérerais que vous trouviez un bout que vous me lanciez. Et vous espéreriez la même chose de ma part. Principe de bienveillance. Je n'aimerais pas que vous me fichiez du mal, je n'ai pas à vous en faire. Principe de non-malveillance. S'il y a entre vous et moi une réciprocité de cet ordre, alors ni vous ni moi ne pourrions comprendre que l'un d'entre nous, vous ou moi, ayons tout et que l'autre n'ait rien. Le principe de justice. Ce qui nous permet d'être institués, après nous être embrasés les uns les autres dans notre humanité, ce principe de réciprocité fonde en réalité la possibilité d'accéder à ces 4 grands principes de l'éthique. Le principe d'autonomie, le principe de bienveillance, le principe de non-malveillance, le principe de justice. Et il s'agit là de notions qui sont potentiellement universelles, car si l'attitude à les penser n'avait pas existé, alors notre humanité n'aurait pas émergé. Les dieux du temps de Gilgamesh et d'Enkidu le savaient, déjà, eux. Dès lors, passons par la morale, dès lors, la définition du bien et du mal devient très claire. Très claire. Eh bien, tout ce qui prend en compte ce principe de réciprocité, c'est-à-dire, évidemment, la valeur de l'autre, tout ce qui lui permet de s'épanouir, tout ce qui peut l'aider à s'épanouir. Et mal, tout ce qui nie cette valeur, tout ce qui menace l'autonomie, tout ce qui est malveillant, tout ce qui est injuste. Et là encore, ces principes n'ont pas de raison d'être différents aujourd'hui de ce qu'ils étaient il y a 5000 ans de cela. Non, vraiment pas de raison. Et ces principes n'ont pas de raison non plus d'être remis en cause par l'évolution des sciences et des techniques dans le domaine biologique et médical. Dès lors, l'exercice de révision de lois de bioéthique pourra se dire comment appliquer ces principes dont j'ai dit la robustesse à ces données, à ces possibilités nouvelles que font émerger la médecine, la biologie, les sciences et les techniques. C'est à l'aune de cette pensée que maintenant, je vais aborder certaines des grandes questions qui seront discutées par les députés qui l'ont été dans le cadre des États généraux de la bioéthique. Tout d'abord, un tout petit rappel, je suis blanchi sous le harnais de la réflexion éthique. Je dois être, en France maintenant, l'un des plus anciens dans ce domaine, puisque dès le gouvernement de Michel Rocard, après la réélection de François Mitterrand en 1988, j'ai fait partie des 3 personnes qui ont mené les auditions en amont de la préparation du premier projet de loi de bioéthique, auquel j'ai participé, qui a été instruit en 1992. J'étais commissaire du gouvernement pour ce débat parlementaire. Puis ensuite, j'ai été auditionné par tous les groupes pour l'adoption définitive de la loi. D'ailleurs, c'était merveilleux. J'ai été auditionné par la totalité des groupes de l'Assemblée, la veille du débat. Et peut-être y a-t-il un rapport avec le fait qu'on a rarement vu une pareille unanimité dans le vote de la loi. Et puis, j'ai participé à différents titres aux 3 révisions successives après l'adoption de cette loi. Et j'ai participé aussi à ces états généraux de la bioéthique. Et c'est dans ce cadre
que je viens ici à Caen à la demande de ma consoeur, le docteur Bourdelex. Quand on regarde les dizaines de milliers, il y a environ 100 000 hits et quelques dizaines de milliers de contributions sur le site qui a été créé pour les États généraux de la bioéthique. Quand on regarde les discussions, tout d'abord, on n'a pas de surprise. Il y a des domaines qui sont celui de l'implication de mouvements de pensée, de groupes de pression,